sa vie. D'accord. دابا راهم كيشوفوا في الصورة وكيسمعوا. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? C'est toujours difficile. حاجة معروفة هذا معروفة كتسمع بكلشي كيما واش Très bien. دابا لا سيونس تبقى مسجلة. Ok, merci. Agis. Alors, je me présente, je suis Madame Boudénic, je suis professeure universitaire. J'espère que vous allez tous bien. J'aurais aimé vous rencontrer d'une manière interactive, parce que c'est pas évident de travailler par la distanciation, surtout pour une matière qui est aussi philosophique et juridique qu'est l'introduction juridique. Alors, cette matière qui nous réunit dans le cadre de ce premier semestre, d'abord, je voudrais vous dire que si vous avez des questions au fur et à mesure que j'avance dans mon cours, vous pouvez toujours me les poser. Donc, j'essaierai de répondre d'une manière chronologique en fonction de mon cours. C'est une matière qui n'est pas difficile et qui n'est pas facile non plus. Elle est très importante, cette matière, sur le plan théorique, et elle est aussi importante sur le plan pratique. Avant, on appelait cette matière l'introduction à l'étude de droit. Donc, plus tard, elle a évolué. On l'appelle aujourd'hui l'introduction aux sciences juridiques. C'est la même chose. Une matière qui est enseignée en première année pour les étudiants qui viennent de réussir leur bac. Une matière qui est enseignée et qui est très importante et qui constitue pratiquement le ciment du droit. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'enseigne aussi bien dans les écoles supérieures que en première année d'université et même pour les jurys, même pour les économistes. On enseigne cette matière. Elle constitue pratiquement, je voudrais juste assimiler à l'alphabet. L'alphabet, si vous ne maîtrisez pas l'alphabet, vous ne pouvez pas parler. Donc, c'est pareil, l'introduction à l'étude de droit ou l'introduction aux sciences juridiques, c'est l'alphabet des juristes. Pourquoi? Parce qu'on va faire connaissance avec le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Il y a beaucoup de gens qui viennent vous poser la question et vous disent qu'est-ce que c'est que le droit? Vous ne pouvez pas définir le droit en une seule phrase. Je peux expliquer le droit par les tribunaux, je peux expliquer le droit par les codes, je peux expliquer le droit par la contrainte, je peux expliquer le droit par la sanction, je peux expliquer le droit par le législateur. Vous voyez, donc il y a plusieurs manières de définir le droit. Et nous savons tous que pour pouvoir définir cette notion qu'est le droit, il faut remonter un peu plus dans l'histoire pour comprendre que le droit, c'est une notion qui est abstraite. Quand vous dites d'une personne, elle est droite, ça veut dire que cette personne, elle est correcte.
il y a de la rectitude, il y a de l'honnêteté, il y a de la bonne foi, il y a du sérieux. Par rapport à une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas droite, ça veut dire que le droit, ce n'est pas une attitude biaisée. Le droit, c'est quelque chose de sérieux, de rectitude. Ce n'est pas la ligne oblique, mais c'est la ligne droite. Voilà, qu'est-ce que c'est que le droit, en général. Donc, c'est une métaphore. Donc, si je dois transférer cette notion, par exemple, et vous dire que le droit, c'est un ensemble des règles qui organisent la société. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas vivre seuls. L'homme ne peut pas vivre seul. L'homme, il a besoin de vivre dans un groupe d'individus, dans la famille, dans la cellule, dans un parti politique, dans une association. Nous sommes tous amenés à vivre, à cohabiter ensemble. Parce que s'il vit tout seul, ma foi, il n'aura pas besoin de règles de fonctionnement, de discipline. Et pour peu qu'il soit réuni avec un groupement d'individus, ce groupement d'individus va appeler à une organisation. Et cette organisation, elle sera amenée à être appliquée. Et si elle ne s'applique pas, eh bien, il va y avoir un désordre. Et s'il y a désordre, il faut qu'il y ait des sanctions. Et qui doit justement appliquer cette sanction? Voilà, si vous voulez, la problématique du droit. Et nous savons tous que, incontestablement, l'homme ne peut pas vivre seul. Donc, nous avons tous besoin d'un certain nombre de règles, de fonctionnement, d'organisation. On est encore loin du droit ici. Nous sommes tous appelés à être disciplinés, à nous organiser. Quand maintenant vous avez, aujourd'hui avec la pandémie, vous avez maintenant les gens qui travaillent à distance, il faut quand même qu'ils acceptent cette distanciation avec le respect d'un certain nombre de règles. Il ne peut pas rentrer chez lui et dormir et dire à son employeur que je suis en train de travailler. Donc, il est obligé de travailler. Regardez, donc il y a même le terme de l'obligation. Donc, il y a une discipline. Quand vous faites un contrat de mariage, vous êtes obligé justement de respecter ce contrat de mariage. Quand vous faites un contrat, par exemple, de vendeur ou d'acheteur, vous êtes obligé, aussi bien l'acheteur que le vendeur, de respecter justement un certain nombre d'obligations juridiques, des règles juridiques. Quand il y a un feu rouge, vous êtes obligé de vous arrêter dans ce feu rouge. Quand il y a un vert, vous êtes obligé d'avancer, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que ces innombrables comportements nécessitent quand même une organisation. Et cette organisation appellera une discipline. Et la discipline, si vous ne la respectez pas, eh bien, le non-respect de cette discipline appellera à des sanctions. Donc, si vous voulez, dans une première approche du droit, je peux dire que le droit, c'est un ensemble de règles qui régissent, par exemple, le fonctionnement ou l'organisation de la société. Le droit, regardez bien, à la faveur de la majuscule, le droit. Le droit, quand vous dites, par exemple, c'est le droit, j'ai le droit d'acheter une maison, c'est parce que quelque part, il y a un article de loi qui vous dit qu'effectivement, vous avez le droit d'acheter cette maison. Donc, ce droit, il est objectif. Ça veut dire, c'est par rapport à l'objet de la matière. Ça veut dire, j'ai le droit de me marier, j'ai le droit de divorcer, j'ai le droit d'acheter, j'ai le droit de circuler, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit d'étudier. Vous avez un certain nombre de droits qui sont quelque part répertoriés, d'accord, dans des codes, dans des lois que le législateur élabore, ok, pour que ces règles s'appliquent. Il y a quelques années, des étudiants sont venus me voir pour me demander, madame, est-ce qu'il faut qu'on apprenne le code pénal, le code civil, le code commercial, et ainsi de suite. Vous aurez l'occasion de voir tous ces codes au fur et à mesure de l'état d'avancement de vos études. Donc, dans l'esprit de ces étudiants, le droit se résume à ces codes. Donc, le droit, ce n'est pas ce répertoire des articles. Il y est pour quelque chose, mais il n'est pas que ça. Pourquoi? Parce que si vous me dites, par exemple, j'ai le droit d'acheter un bien, j'ai le droit de vendre ma voiture, j'ai le droit d'habiter, j'ai le droit de louer, j'ai le droit d'un certain nombre. Le droit, ça veut dire que quelque part, il y a des règles, d'accord, qui sont inscrites dans ces manuels, dans ces codes, dans des textes de loi qui vous permettent d'avoir ces droits. Et après, quand vous vendez, vous achetez un bien, vous dites, je suis propriétaire
de cette maison. Dans ce cas, si vous dites je suis propriétaire de cette maison, c'est par rapport à vous en tant que sujet de droit. Donc, le droit, si vous voulez, c'est un droit objectif qui est quelque part répertorié, et aussi c'est un droit subjectif puisque ça va vous donner la qualité, d'accord, la faculté d'être propriétaire de votre bien. Donc, si je dois vous expliquer le droit, je peux vous dire que le droit, c'est aussi bien un droit objectif qu'un droit subjectif. D'accord? C'est les deux. Mais les deux, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas diviser et dire je n'ai que le droit objectif, je ne peux pas avoir le droit subjectif. C'est faux. Ou alors vous dites je n'ai que le droit subjectif, je n'ai pas le droit objectif. C'est faux. Parce que les deux forment, si vous voulez, les revers d'une seule pièce. C'est comme si vous prenez une pièce de monnaie et vous dites la face A, c'est le droit objectif et la face B, c'est le droit subjectif. Mais c'est la pièce, elle est la pièce unique. C'est ça le droit. Donc, encore une fois, c'est une métaphore. Hein. Donc, vous voyez bien que ce droit objectif et ce droit subjectif vont nous poser un gros problème sur le plan juridique. Et justement, toute la problématique aux premières années, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le droit objectif et qu'est-ce que le droit subjectif. Dans cette première séance que nous aurons ensemble, je suis en train juste de vous donner quelques idées autour desquelles nous allons travailler dans le cadre de ce mini-semestre qui nous reste. Donc, nous allons travailler le droit objectif. Ça veut dire, quand je parle du droit objectif, ça veut dire la règle de droit, comment il faut qu'elle soit. Le législateur, s'il va faire sortir une règle de droit pour dire que tous les étudiants ont le droit d'être inscrits dans une université, eh bien, en le droit inscrit, c'est une règle quelque part qui existe dans un texte de loi. Donc, ce texte de loi, cet article, d'accord, comment est-ce qu'il va être, si vous voulez, élaboré, travaillé, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce texte, qui par la suite, ce texte doit être appliqué. Et s'il n'est pas appliqué, il va y avoir des sanctions. Donc voilà grosso modo de quoi nous allons parler. Donc, cette règle de droit, ou le droit, d'un côté il est objectif et d'autre côté il est subjectif. Donc, une fois que vous vous inscrivez dans une université, vous dites j'ai la qualité d'étudiant. Cette qualité d'étudiant, vous l'avez eue grâce à un droit quelque part qui est écrit et qui vous a autorisé, permis, facilité votre inscription. Quand vous dites je suis marié, ça veut dire que quelque part vous avez fait un acte de mariage. Vous ne pouvez pas dire je suis une femme ou un homme marié alors que vous n'avez pas écrit cet acte de mariage. Nous parlons dans le cadre du Maroc, puisque dans d'autres législations, il y a le système du concubinage qui vous permet d'être ensemble sans être marié, mais ça c'est un autre problème, nous n'allons pas rentrer là-dedans. Donc, le droit objectif et le droit subjectif vont constituer, si vous voulez, les deux volets de ce que nous aurons l'occasion de voir. Le droit objectif, quand je dis par exemple, j'ai le droit de faire quelque chose, et si je ne fais pas cette chose, je risque d'être sanctionné, là, il y a toute une philosophie, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous expliquer que ce n'est pas évident de faire ce cours comme ça à distance, de vous expliquer que cette matière de l'introduction aux sciences juridiques, c'est une matière qui appelle beaucoup plus à la philosophie, à la doctrine, à la sociologie, au phénomène social, à l'économie, à la politique. C'est une matière qui se retrouve pratiquement dans un carrefour d'un certain nombre de disciplines. Mais la première, juste nous contenter de dire que le droit, ce n'est pas la morale. D'accord? Le droit, ce n'est pas la religion, le droit ce n'est pas la philosophie, le droit ce n'est pas les sciences sociales, le droit ce n'est pas l'économie, le droit ce n'est pas les sciences administratives. Le droit c'est quelque chose qui va se concentrer sur un certain nombre de phénomènes à l'intérieur d'un groupement, et ce phénomène, ces structures du droit, de la règle de droit, il faut qu'ils soient appliqués, et si jamais elles ne sont pas appliquées, eh ben, ils risquent d'être sanctionnés. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais attention, le droit, il a aussi un certain nombre de matières qui lui sont peut-être aussi auxiliaires, qui peuvent travailler ensemble. Par exemple, le droit comparé, l'histoire du droit, la philosophie du droit, tout ça, ce sont des matières que je vous ai préparées dans un polycope que vous aurez la semaine prochaine, pour que vous puissiez vous familiariser avec la notion du droit. Ce qui va nous intéresser
aujourd'hui dans le cadre de ce travail, c'est d'étudier l'élaboration de la règle de droit, comment la règle de droit elle est élaborée, comment elle est faite, comment elle est cuisinée, si vous voulez, pour qu'elle arrive à être écrite quelque part, et une fois écrite quelque part, comment on va faire pour la respecter. Parce que le non-respect de cette règle de droit risque d'être sanctionné. Et ce n'est pas n'importe qui sanctionne. Évidemment, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons sanctionner, c'est beaucoup plus l'État, l'autorité publique, la puissance publique. C'est l'État qui a, si vous voulez, le monopole de la force exécutoire. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Vous ne pouvez pas vous-même punir. Donc, il y a un État, d'accord, une structure administrative, juridique, d'accord, qui est composée d'un certain nombre d'organes, en l'occurrence les tribunaux, et ce sont les tribunaux qui jugent, qui sanctionnent si jamais vous ne respectez pas cette règle de droit. Donc, nous aurons l'occasion de voir comment cette règle de droit va être élaborée, comment elle va être discutée et comment elle va être publiée pour qu'elle soit par la suite opposable, ça veut dire elle va faire un effet à l'égard de nous tous et à l'égard des tiers. Les tiers, ce sont les gens de l'extérieur. La problématique du droit, c'est qu'on oppose toujours le droit à la morale. On se dit que moralement, je n'ai pas le droit de faire ça. Voilà. Des fois, on dit moralement, je n'ai pas le... Vous ne faites pas, par exemple, le ramadan et vous dites, si je ne fais pas ramadan, je risque d'être sanctionné. Oui, la sanction, elle existe dans la morale, vous n'êtes pas dans le droit. Et vous dites, je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Regardez, donc il y a quand même un amalgame entre la morale, la religion et le droit. C'est vrai qu'il y a tout un cocktail. Le droit, notre droit, surtout au Maroc, il est imprégné par le droit musulman. Oui, pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce principe de la séparation entre la religion et le droit. Nous avons quelque chose qui est pratiquement confus. Donc, c'est une masse. Donc, nous n'avons pas un système où l'État est d'un côté et l'Église de l'autre côté, comme la France, par exemple, et le principe de la séparation des pouvoirs, la religion et le pouvoir politique. Nous avons une confusion de pouvoir. Donc, cette confusion de pouvoir, des fois, on se dit, j'ai pas le droit de faire ceci parce que moralement. Ben non, la morale n'a rien à voir avec le droit. La morale, c'est comme si je vous dis, par exemple, vous allez être sanctionné, mais la sanction, elle est morale, elle est interne, c'est votre conscience. Vous dites, je n'ai pas le droit de faire ça parce que peut-être Dieu va me punir. Regardez, donc la sanction, elle est interne, elle n'est pas externe. D'accord? Donc, personne ne va vous punir si jamais, si ce n'est Dieu, si jamais vous faites quelque chose en cachette. Mais par contre, votre conscience, elle va vous punir. D'accord? La morale, c'est ça. La finalité de la morale, c'est que la sanction, elle est interne, elle n'est pas externe. Eh bien, si vous faites le parallèle avec vous violer une règle de droit, eh ben, ce n'est pas votre conscience qui va vous punir, mais c'est l'État qui va vous punir. D'accord? Donc, l'État étant un organe externe, c'est l'État qui va vous punir. Donc, il n'y aura pas de conscience. Donc, l'État, il est là pour vous punir. Donc, la violation d'une règle de droit, elle est très importante. Et quand vous violez un principe moral, ce n'est pas la même chose quand vous violez une règle de droit. La deuxième caractéristique, si vous voulez, donc ça c'est la finalité. La deuxième caractéristique de la règle du droit ou du droit en général, c'est que quand vous faites sortir une règle, vous ne dites pas que cette règle, elle va toucher telle ou telle personne. La règle, elle va s'imposer à tout le monde. Donc, elle est impersonnelle, elle est générale. Elle vise l'intérêt général d'une collectivité donnée. D'accord? Quand il y a, par exemple, il est interdit de brûler un feu rouge, eh bien, cette interdiction de brûler un feu rouge, il est valable pour tout le monde. Il n'est pas valable uniquement. Bon, c'est vrai qu'il est valable pour tous les automobilistes. Je ne parle pas des piétons, d'accord? Mais pour les automobilistes qui ont des voitures, cette règle, elle va s'appliquer à tout le monde, d'accord? Il ne va pas y avoir un ou deux automobilistes qui vont violer cette règle de droit en se disant, nous, on n'est pas concernés par cette affaire. Non, tout le secteur de l'automobile est concerné par cette règle de droit. Donc, j'entends par là que la règle de droit, elle vise tout le monde. C'est une règle impersonnelle et générale et elle va viser l'intérêt général. Alors que quand vous parlez, par exemple, quand je prends, par exemple, une règle dans une tribu, dans un village, qui ont l'habitude de faire
par exemple, je ne sais pas moi, de faire des sacrifices ou de faire du commerce entre eux d'une manière tribale. Vous voyez ce que je veux dire? Des traditions. Là, je ne suis plus dans le droit, là, je suis dans la coutume. Et pourtant, ils respectent ces traditions, ils respectent ces coutumes. Ils ne sont pas dans le désordre, sauf qu'ils n'appliquent pas la règle de droit. Par exemple, ils appliquent leurs coutumes. Et donc, nous aurons l'occasion de voir que même le droit, il se différencie de la coutume. Le droit, il se différencie de la morale. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'extraire le terme droit de toutes ces notions qui restent plus ou moins vagues dans l'esprit des étudiants pour nous concentrer uniquement sur cette notion qu'on appelle le droit. Vous avez le droit et vous avez les droits. Le droit, c'est le droit objectif. Les droits, ce sont les droits subjectifs. Ce sont des choses que vous allez exercer, votre faculté d'exercer un certain nombre de prérogatives juridiques que le droit vous donne. Par exemple, si vous rédigez un contrat, parce que vous avez la faculté, l'aptitude de conclure un contrat. C'est parce que quelque part, dans le droit objectif, il y a que pour rédiger un contrat, il faut être, par exemple, majeur. D'accord? Donc, si vous êtes majeur, vous avez le droit de conclure le contrat. D'accord? Donc, droit objectif, droit subjectif. Nous allons travailler le droit objectif dans un premier temps parce que c'est ce droit qui pose plus de problèmes juridiques que le droit subjectif. Parce qu'une fois le droit objectif compris, c'est très facile, nous allons juste prendre ces droits que nous avons eus et nous allons les calquer sur le droit subjectif. Mais le droit objectif, lui, il est assez particulier puisque dans le droit objectif, il y a ce qu'on appelle le droit public et le droit privé. Il y a le droit international public, il y a le droit international privé. Et les étudiants, des fois, ils ne comprennent pas très bien quelle est la différence entre le droit public et le droit privé, entre le droit international public et le droit international privé. Eh bien, quand je prends par exemple une règle de droit et je dis que j'ai affaire à une administration, l'administration ne peut pas travailler avec le droit privé. L'administration, pour les impôts, elle est obligée d'utiliser les règles d'intérêt général, d'accord, qui concernent le fonctionnement de l'État. D'accord? Vous n'avez pas payé, par exemple, un impôt, eh bien, l'administration, elle est obligée de vous appliquer une sanction et elle est dans le droit public parce que c'est l'administration. Donc, il faut garder en tête que le droit public, c'est un droit qui concerne, c'est un droit qui est assez, j'allais dire, restreint, contraignant, d'accord? Sévère, des fois normatif, parce qu'il ne vous demande pas s'il vous plaît, il vous impose. Il vous commande. D'accord? C'est une norme juridique. D'accord? Donc, quand vous avez affaire à l'État, tout ce qui est État, c'est l'intérêt général, c'est le droit public. Quand vous avez affaire, par exemple, à un particulier, un voisin, votre employeur, un commerçant, vous êtes dans le droit de la famille, droit de travail, droit social, vous êtes dans le droit privé. Le droit privé et le droit public, ils se distinguent, si vous voulez, par l'intérêt qu'ils ont. Le droit privé, c'est l'intérêt privé. Donc, il est beaucoup plus, si vous voulez, nous aurons l'occasion de voir tout ça, il est beaucoup plus libéral. Dans le droit public, il n'est pas libéral, il est contraignant, parce que vous avez derrière le droit public, vous avez l'État. Et l'État, il n'y a pas de concession avec l'État. L'État, où vous travaillez, où vous êtes dans la ligne droite avec l'État, ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'État. D'accord? Donc, le droit public et le droit privé, ils se distinguent, si vous voulez, par l'intérêt privé et l'intérêt public. Après, vous avez ce qu'on appelle le droit international public et vous avez le droit international privé. Le droit international public, c'est comme l'État. Ben, il faut bien que, par exemple, l'État marocain va conclure une convention, par exemple, de marchandises ou de nationalité ou des étrangers avec l'État français. Eh bien, les deux États, quand ils se mettent en mouvement, ils vont conclure un contrat, mais ils vont relever de quoi? C'est de l'intérêt général, d'accord, ok, mais sur le plan international. Donc, je suis dans le droit international public, d'accord. Maintenant, il arrive
que, effectivement, pour certaines choses qui sont dans le droit international privé, par exemple, l'État peut aussi se dire, après tout, je vais conclure une convention uniquement sur le plan privé, mais sur le plan international. Par exemple, la situation de la nationalité ne va pas relever de l'État sur le plan public, puisque la nationalité, c'est quelque chose de privé. Donc, je suis sur le terrain de l'international privé. D'accord? Donc, ce sont des branches, si vous voulez, qui ont été faites. Cette distinction elle a été faite uniquement par souci de méthodologie. Mais sur le plan, si vous voulez, pratique, cette distinction, elle n'est pas là, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des matières mixtes. Il y a entre le privé et le public. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a cette frontière étanche entre le privé et le public. Le public, il est, si vous voulez, pénétré par le public, le privé, et le privé, il y a donc il y a une certaine interférence réciproque entre le privé et le public. Donc, si vous voulez, dans une première introduction, je peux dire que la notion du droit, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender pour la simple raison que le droit, on peut l'entendre aussi bien sur le plan objectif que sur le plan subjectif. Quand il s'agit du plan objectif, je suis dans le droit, al-qanoun, et quand je suis sur le plan subjectif, je suis dans mes droits, al-huquq. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, le droit et les droits constituent pratiquement une seule pièce et avec deux revers complètement différents, mais en même temps, ils sont interdépendants. Donc, je voudrais aussi vous signaler que vous aurez un polycope où je demanderai à tous mes étudiants de le lire pour que vous puissiez justement vous informer sur ce qui se passe, parce que cette partie théorique de cette introduction, je voulais préparer par un polycope que vous aurez bientôt, comme ça vous allez pouvoir lire à l'aise et appréhender la matière. Nous aurons l'occasion aussi de comprendre dans une première partie qu'est-ce que c'est que la règle de droit, comment elle est élaborée, comment elle va entrer en vigueur, ça veut dire comment elle va être appliquée et à quel moment elle sera appliquée. Il faut bien sûr qu'elle soit publiée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une publication pour que cette règle ne soit opposable. D'accord? Après cette règle, une fois opposable, je vais me dire, oui, mais est-ce que cette règle qui va sortir, est-ce qu'elle est pour l'avenir ou est-ce qu'elle va régir même les situations qui étaient avant? Donc, nous aurons l'occasion de voir également, c'est ce qu'on appelle le principe de la force obligatoire de la loi. Cette force obligatoire de la loi, ça veut dire que quand une loi, elle va sortir, elle sortira pour l'avenir et elle ne sortira pas pour ce qui s'est passé avant. Mais nous aurons l'occasion de voir qu'il va y avoir des exceptions à la règle où la loi, effectivement, peut s'appliquer à des situations antérieures que le législateur a encadrées. Parce que vous savez très bien que si je fais sortir une loi qui va régir une situation d'avant, je risque de porter atteinte à mes libertés individuelles. Nous aurons l'occasion également de voir après cela c'est ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité de la loi. Donc, nous aurons l'occasion de voir en quoi consiste ce principe, d'accord, de la non-rétroactivité de la loi, aussi bien dans le temps et dans l'espace. Dans un deuxième point grand fort, nous allons également parler du droit subjectif. Alors, le droit subjectif, donc on ne peut pas parler du droit objectif sans parler du droit subjectif. Le droit subjectif, ça veut dire ce que je vous ai dit, la faculté d'être propriétaire de quelque chose. Ce droit subjectif va s'appliquer sur qui? Sur nous en tant que sujet de droit. Eh bien, nous, qui sommes-nous? Nous sommes des personnes physiques, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne physique? Quand est-ce qu'une personne physique commence et quand est-ce qu'elle se termine? Nous sommes tous appelés à naître et à vivre et à mourir. Donc, cette partie, ce processus que nous avons, c'est ce qu'on appelle notre personnalité juridique. Donc, cette personnalité juridique, à quel moment elle va naître et à quel moment elle va partir. D'accord? Et donc, nous aurons l'occasion de voir ces droits subjectifs qui vont s'appliquer sur les sujets de droit que nous sommes, à quel moment ils vont s'appliquer. Est-ce que je peux demander à un bébé ou un mineur ou un malade mental, par exemple,
ou un malade qui est vraiment, qui manque de ses facultés, qui a un manque dans ses facultés physiques, morales et tout ce que vous voulez, est-ce que je peux profiter de lui pour lui faire signer un papier, par exemple? D'accord? Ou pour lui soustraire un bien qui lui appartient, ou etc., ou l'induire en erreur, ou lui mentir. Un certain nombre de choses arrivent dans le processus de notre personnalité juridique. Donc, toutes les règles qui ont été élaborées, encore une fois, dans la règle de droit, vont s'appliquer sur ces personnes. Et ces personnes, des fois, vous avez des gens qui vous disent je n'ai pas payé mon loyer, est-ce que j'ai le droit de partir? Alors que j'ai signé un contrat où je suis locataire de ce loyer. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui arrivent où on se dit que finalement, la personne physique, elle a des droits aussi, oui, des droits patrimoniaux, le patrimoine, et des droits extra-patrimoniaux, ça veut dire des droits qui sont relatifs au nom. Est-ce que quelqu'un peut porter atteinte à votre réputation, à votre honneur, à votre nom? Est-ce que quelqu'un peut vous prendre votre nom? Est-ce que quelqu'un peut falsifier votre décès pour hériter? Un certain nombre de choses arrivent dans un processus juridique. Donc, nous allons parler de ces droits subjectifs, ça veut dire les sujets de droit que nous sommes, les sujets de droit, mais naturels. À côté de ça, nous allons faire un clin d'œil aux droits de société, puisque pourquoi? Les droits commerciaux, c'est pour ça que je vous ai dit tout à fait au début que c'est une matière qui fait appel un peu à tout, d'accord? Donc, nous allons parler aussi bien des personnes physiques que des personnes, encore une fois, artificielles, morales, qui ne sont rien d'autre que les sociétés, les groupements, un certain nombre de sujets qui sont également des sujets de droit et qui aussi naissent, fonctionnent et décèdent au même titre que les personnes physiques, sauf que nous aurons l'occasion de voir qu'il y a quand même un certain nombre de différences sur le plan juridique entre une personne physique et une personne morale. Donc, si nous sommes bien et en forme, nous pouvons également faire un clin d'œil à notre organisation, si vous voulez, judiciaire, les tribunaux, comment ils fonctionnent les tribunaux aujourd'hui au Maroc. Donc, vous voyez bien que cette matière intitulée l'introduction ou l'introduction aux sciences juridiques, elle touche à tout, d'accord? À tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et il faut très bien la maîtriser et la lire. Le polycope que je vais vous envoyer pour que vous puissiez, plus ou moins la prochaine fois quand on aura l'occasion de nous retrouver, qu'on puisse également, que vous puissiez comprendre les choses. Il est tout à fait normal qu'il n'y a pas d'interactivité, donc on ne peut pas poser des questions comme ça, histoire de comprendre un certain nombre de concepts. Je vous rassure tout de suite que la matière elle-même, dans un premier temps, d'ailleurs on le dit tout le temps à nos étudiants, que dans une première introduction, c'est tout à fait normal que vous ne compreniez pas certains concepts théoriques, juridiques. C'est tout à fait parce que c'est quelque chose qui est nouvelle pour vous. Il est tout à fait normal que vous n'allez pas comprendre un certain, mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre programme, vous allez voir que les choses vont devenir simples. Donc voilà, je m'arrête là parce que je voulais juste faire une prise de contact avec vous aujourd'hui pour voir un peu comment fonctionne ce cours par distance. Et puis aussi vous dire que vous aurez un polycope avec le plan qui est arrêté, sur quoi nous allons parler. Comme ça, vous aurez aussi l'occasion de consulter des livres sur ça. Ben, je vous invite à regarder le livre de professeur Gélès Saïd, qui pour moi c'est un livre qui est complet tout simplement parce que il parle du droit dans toutes les conceptions aussi bien socialistes, sociales, marxistes et capitalistes, et il fait quand même une introduction générale du droit, droit marocain. La dernière édition de professeur Gélès Saïd. Mon polycope à moi, je me suis inspirée de mon bouquin à moi, qui n'est toujours pas, je ne le mets pas en vente, pour la simple raison que j'attends de l'enrichir davantage par un certain nombre de règles. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, il n'y a aucun souci à cela. Je pense que Monsieur Selmi, qui s'occupe de notre organisation de ces cours, nous a réservé un espace étudiant où vous pouvez poser vos questions. Et donc, voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite bon courage. Et puis, on se retrouvera lundi prochain à 10h30 pour commencer. D'ici là, vous recevrez le polycope
et vous allez lire un peu et vous inspirer de ce qui se passe. Je vous remercie et on se retrouvera lundi prochain. Au revoir.